Bonjour à toutes et à tous. Je suis Maëlle. Et je suis Mehdi. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui prend de plus en plus de place dans les métiers de la communication, l'intelligence artificielle. Création de contenu, rédaction, visuel, automatisation, les outils évoluent très vite et changent progressivement notre manière de travailler, mais aussi notre manière de communiquer. Alors, derrière toute cette accélération, on avait envie de se poser une question assez simple avec Mehdi. À l'heure de l'IA, qu'est-ce qui reste encore profondément humain dans la communication? C'est ce dont on va parler ensemble aujourd'hui. Bon, il faut qu'on parle sérieusement de ce qui est en train de devenir la communication. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est tous en train de courir après la vitesse. Produire plus vite, répondre plus vite, poster plus vite, générer plus vite. Comme si aller plus vite était devenu la preuve ultime qu'on était compétent. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux sortir un post LinkedIn en 30 secondes, une campagne en quelques prompts, une newsletter avant même d'avoir réfléchi à ce que tu voulais dire. Et au début, franchement, qu'on se le dise, qu'on peut pas, hein, on va pas se mentir, c'est impressionnant. Tu gagnes du temps, tu produis plus, tu as l'impression d'être plus efficace, mais plus ça avance, plus je me demande, est-ce qu'on est en train de communiquer ou est-ce qu'on est juste en train d'alimenter des machines à contenu? Parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, énormément de contenus commencent à se ressembler. Les mêmes structures, accroches, formulations, les mêmes phrases pseudo-inspirantes qui donnent l'impression qu'un robot a lu 1000 posts LinkedIn avant de recracher une version moyenne de tout ça. Et le pire, c'est qu'on commence à appeler ça de la créativité. Mais produire vite, ce n'est pas forcément créer. Optimiser un contenu, ce n'est pas forcément avoir quelque chose à dire. Et utiliser des mots qui, vous voyez pas, mais je fais des guillemets, qui fonctionnent, ce n'est pas forcément transmettre une émotion, une idée. Le problème, personnellement, je trouve, ce n'est pas l'intelligence artificielle, l'IA. L'IA est un outil. Comme Photoshop était un outil, comme Internet était un outil, comme les smartphones étaient des outils, certes. Le problème, c'est notre rapport à la productivité. On vit dans une époque où tout doit être rapide, fluide, même rentable et surtout visible. Et l'IA vient amplifier ça à une vitesse mais complètement folle. Avant, écrire un article prenait du temps. Préparer une campagne demandait des échanges, des hésitations, des idées ratées, des moments de vide, de vie finalement. Maintenant, le vide devient presque interdit. Dès qu'il y a un moment de réflexion, on le remplit avec une génération automatique. Et je trouve ça dangereux. Parce que dans les métiers de la communication, les meilleures idées ne naissent pas toujours dans l'urgence. Elles naissent parfois dans l'ennui, dans les discussions, dans les doutes, dans les expériences vécues, même dans les émotions. Bref, dans le temps qu'on laisse à une idée pour mûrir. Mais aujourd'hui, on veut des résultats immédiats. On veut publier avant les autres, réagir avant les autres et être visible avant le monde. Et à force, on finit par produire des contenus sans relief. Des contenus propres, ok, fluides, efficaces, mais vides. On parle énormément de gains de temps grâce à l'IA. Mais personne ne parle vraiment de ce qu'on fait de ce temps gagné. Parce que beaucoup d'entreprises, parce que dans beaucoup d'entreprises, ce temps n'est pas utilisé pour mieux réfléchir, il est utilisé pour produire encore plus. Plus de posts, plus de mails, plus de slides, plus de contenu. Comme si le problème d'Internet aujourd'hui, c'était le manque de contenu. Alors qu'on est déjà saturé. Et ça crée un autre problème. On commence à confondre vitesse et intelligence.
Quelqu'un qui produit énormément paraît performant. Quelqu'un qui automatise tout paraît moderne. Quelqu'un qui poste tous les jours paraît inspirant. Mais parfois, qu'on se le dise, quand tu regardes le fond, ce qui veut vraiment dire la personne, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'à force d'aller vite, on ne pense plus vraiment. On reformule, on optimise, on recycle les idées déjà vues 1000 fois. Et attention, hein, je ne dis pas que les humains faisaient forcément mieux avant. Internet était déjà rempli de contenus médiocres bien avant l'arrivée de l'IA. Mais aujourd'hui, on vient de donner un énorme accélérateur à cette médiocrité. Et du coup, je pense que la vraie valeur va changer. Demain, le vrai luxe, ce ne sera plus de produire vite. Ce sera d'avoir un point de vue, une expérience, une manière de voir le monde, quelque chose de sincère, quelque chose qu'on ne peut pas générer automatiquement. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui reste de l'humain dans la communication? Je vous le pose. Pour moi, il reste tout ce qu'il y a ne peut pas vivre. Le vécu, les contradictions, les émotions réelles, les échecs, les hésitations, les intuitions, les moments où on échange d'avis, les expériences qui nous transforment. Une IA peut imiter un ton, ok. Une structure, ok. Elle peut même imiter une émotion dans la forme, disons-le, dans la forme, hein. Mais elle ne sait pas ce que ça fait de perdre confiance, d'avoir peur, et de même d'être touché par quelque chose ou de vivre une situation. Et la communication, à la base, c'est ça. C'est transmettre quelque chose d'humain à quelqu'un d'autre. Pas juste remplir un espace vide avec des mots optimisés. Parce qu'au final, les contenus dont on se souvient vraiment, ce ne sont pas toujours les plus parfaits. Ce sont souvent où on sent qu'il y a quelqu'un derrière. Quelqu'un qui pense réellement, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui raconte quelque chose de vrai. Et je crois qu'on arrive à un moment où les gens vont commencer à chercher ça. Du relief, de la sincérité, des idées imparfaites mais humaines. Parce qu'à force de voir des contenus générés partout, on va finir par reconnaître immédiatement ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Et le vrai danger pour moi, ce n'est pas que l'IA remplace totalement les humains, c'est qu'on finisse, nous, par communiquer comme des machines. Donc c'est ça que je dirais dans un premier temps à notre problématique, mon cher Mehdi. Maël, je vais te dire d'emblée où je veux t'emmener. Je suis convaincu qu'il y a toujours de la place pour l'intelligence artificielle dans la communication humaine, sur tous les supports. Et le plus fou, c'est que bien utilisée, elle ne nous rend pas plus faux, elle nous rend plus vrais. Je sais que ça sonne contre-intuitif. On nous répète partout que l'intelligence artificielle, c'est la fin de l'authenticité, que tout va devenir lisse, robotisé, sans âme, que les postes vont tous se ressembler, comme tu dis, que, que les voix vont toutes se confondre. Et je comprends cette peur, vraiment. Mais je crois qu'on se trompe de coupable. Laisse-moi t'expliquer avec une image toute bête. Quand l'appareil photo est arrivé, les peintres ont paniqué. Ils se sont dit, c'est fini, la machine va tout faire à notre place, l'art est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? La photo a libéré la peinture. Les peintres n'étaient plus obligés de reproduire fidèlement la réalité. Alors, ils ont inventé l'impressionnisme, l'abstraction, des choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. La machine n'a pas tué l'humain, elle l'a poussé ailleurs, vers ce qu'il fait de mieux. L'IA pour nous, c'est pareil. Euh, pense à tout ce qui te bouffe dans ta journée. La page blanche devant un brief vide, les 20 versions d'un titre que tu testes à minuit, le redimensionnement d'une image pour le 15e format, la transcription d'une interview d'1 heure faite à la main, la relecture de la coquille que tu n'as pas vue. Tout ça, c'est du temps que tu ne passes pas à faire ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Comprendre les gens, trouver l'angle juste, avoir l'idée qui fait mouche,
raconter une histoire qui touche quelqu'un en plein cœur. Ça, aucune machine ne le fait à ta place. Parce que ça vient de ton vécu, de tes émotions, de ta façon, à toi, de regarder le monde. Alors voilà, ma première conviction, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ce qui parle à ta place, c'est ce qui te libère pour que tu aies le temps de parler vraiment. Mais je veux aller plus loin, parce que je t'ai promis quelque chose de plus fort. Je t'ai dit que l'intelligence artificielle amplifie l'authenticité. Et je vais te le prouver. Première chose, l'intelligence artificielle, pardon, te connaît. Elle peut t'aider à mieux te ressembler. Tu lui donnes tes anciens textes, ta façon de tourner les phrases, tes expressions, tes tics de langage, et au lieu de t'imposer un style générique, elle t'aide à amplifier le tien, à écrire plus, plus vite, mais toujours avec ta voix. C'est comme, tu sais, un musicien qui passe par une guitare sèche à un studio entier. C'est toujours sa musique, mais elle porte plus loin. Deuxième chose, c'est celle que je préfère. L'intelligence artificielle fait tomber les barrières. Tu connais sûrement quelqu'un qui a fait des choses incroyables à dire, mais qui n'ose pas écrire, qui a peur des fautes, qui se sent illégitime parce qu'il n'a pas fait d'études de lettres. Un artisan, un soignant, un patron de PME, un bénévole d'association, ces gens avec une vraie histoire, une vraie expertise, un vrai cœur. Et tout ça reste enfermé parce qu'ils n'ont pas les mots ou pas la confiance. L'intelligence artificielle, pour eux, c'est un traducteur. Elle prend leurs pensées brutes, leur idée sincère, et elle les aide à la mettre en forme pour qu'elle existe enfin au grand jour. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Des milliers de voix authentiques qui étaient condamnées au silence et qui peuvent enfin se faire entendre. Si ça, ce n'est pas un service rendu à la communication humaine, je ne sais pas ce que c'est. Alors oui, j'entends d'ici, mais Mehdi et les gens qui s'en servent pour mentir, pour produire de la bouillie, pour spammer, ils existent, c'est vrai. Mais ce n'est pas un problème de l'outil, c'est un problème de l'intention. Un outil, je peux écrire un poème ou une insulte. On n'a jamais accusé le stylo. La sincérité, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans celui qui le tient. Et ça, mon ami, c'est notre responsabilité à nous, les pros. Parce que ça, parce que c'est ça le vrai sujet. L'intelligence artificielle ne va pas remplacer les communicants, mais les communicants qui savent s'en servir avec sincérité, eux, vont prendre une longueur d'avance, et une longueur d'avance énorme. Pas parce qu'ils vont produire plus, parce qu'ils vont enfin avoir le temps d'être vraiment humains dans leur travail. Alors, je te laisse avec une idée toute simple. Arrête de voir l'intelligence artificielle comme un concurrent. Voilà comme un instrument puissant qui ne vaut que par la main qui en joue. Ta voix, ton regard, ton histoire. Ça, personne ne te le prendra. Au contraire, tu as maintenant un moyen de les faire résonner plus fort, plus loin et auprès de plus de monde que jamais. La technologie n'a jamais remplacé l'humain quand l'humain avait quelque chose de vrai à dire. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle a sa place, c'est qu'est-ce que tu as de vrai à raconter. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Mehdi, pour ta partie, ta réponse, ta vision. J'ai quelques questions également. Tu dis que l'IA peut nous rendre plus vrais, mais si une machine intervient dans la manière dont on formule nos idées, notre ton ou nos émotions, est-ce qu'il n'y a pas justement un risque que l'authenticité devienne une performance optimisée plutôt qu'une vraie spontanéité? Très bonne question, Maël. Et je vais répondre à cette question très simplement et très rapidement.
Il n'y aura jamais d'authenticité dans un contenu que tu vas produire sans spontanéité. Et la spontanéité elle-même incarne l'intention de la personne qui prompte derrière son écran. Et d'ailleurs, moi, je vais revenir sur une de tes contradictions que tu avais que tu avais dites au départ, Maël. Je ne sais pas si tu te souviens. Dès le Mhm. début, tu avais dit, le problème, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est notre rapport à la productivité. D'accord. Mais ensuite, pendant 5 minutes, tu décris des contenus qui se ressemblent, du vide, de la médiocrité accélérée carrément, et tout ça, c'est l'intelligence artificielle qui le permet. Donc au fond, est-ce que tu ne lui fais pas le procès tout en disant que tu ne le fais pas, que tu ne lui fais pas? À un moment donné, il faut choisir, Maël. C'est l'outil ou c'est nous? Alors, justement, je pense qu'il faut arrêter de tout opposer. C'est-à-dire, oui, l'IA, l'intelligence artificielle, amplifie le problème, évidemment, comme les réseaux sociaux ont amplifié la comparaison sociale, comme les smartphones ont amplifié l'hyperconnexion. Mais un amplificateur, ce n'est pas forcément la cause profonde. Le vrai problème, c'est qu'on vit déjà dans une logique où la valeur est souvent mesurée à la vitesse, à la quantité et à la visibilité. L'IA arrive là-dedans comme un accélérateur gigantesque. Donc non, je ne fais pas le procès de l'IA. Je dis simplement qu'on vient de donner une Ferrari à un système qui roulait déjà beaucoup trop vite. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur l'exemple de la photographie. La comparaison avec la photo est intéressante, mais la photo ne produisait pas des tableaux toute seule. L'IA, elle, peut déjà écrire des textes, générer des images, créer des vidéos. Est-ce que la rupture technologique n'est pas quand même beaucoup plus profonde aujourd'hui? Alors, est-ce qu'il y a une rupture technologique? Probablement, j'en conviens. Euh, Seulement, je pense que la technologie aujourd'hui, elle a massivement remis les cartes sur table. Comme je l'avais dit quand même précédemment, l'intelligence artificielle fait tomber les barrières d'entrée. Parce que pour que tu puisses donner ton avis sur certains sujets, bah, tu ne pouvais pas, enfin, il y avait, en tout cas, tu n'avais pas forcément accès à, à certains supports, ou en tout cas, l'accès était un peu plus, pas restreint, mais un peu plus compliqué, notamment bah, pour, je sais pas moi, pour pouvoir t'exprimer sur les différents supports. Euh, c'est bien dommage de s'en contourner, hein. Euh, pour moi, il faut pas vraiment voir cette rupture comme il faut pas la voir comme une menace, hein, à vrai dire. En tout cas, c'est la façon dont tu l'interprètes. Mais il faut, euh, ça fait partie du jeu. Le jeu actuel, c'est le pluralisme des idées, le pluralisme des opinions. C'est un avantage qu'il faut exploiter enfin, c'est un avantage qu'il faut savoir exploiter. Mais en soi, moi, je ne vois, pour moi, c'est mon avis, je ne vois aucune rupture, en tout cas négative à cela. D'ailleurs, Maël, moi, je reviens sur la nostalgie du temps long, parce que tu romantises beaucoup trop le temps qu'on laisse à une idée pour mûrir, l'ennui, le doute. Mais soyons honnêtes, avant l'intelligence artificielle, est-ce que les agences laissaient vraiment mûrir les idées? Ou est-ce qu'on bossait déjà dans l'urgence, avec des deadlines parfois impossibles et des clients pressés qui nous foutent la pression? Est-ce que tu ne regrettes pas un âge d'or de la création qui n'a jamais vraiment existé? Bien sûr que les agences travaillaient déjà dans l'urgence avant. Je ne fantasme pas un âge d'or magique où tout le monde écrivait des idées géniales dans des cafés pendant 3 semaines. Mais il y avait quand même une différence fondamentale. Certaines limites existaient encore. Il y a des temps incompressibles, des moments où il fallait réfléchir, reformuler, tester, échouer. Aujourd'hui, beaucoup de frictions disparaissent et le problème, ce n'est pas juste d'aller plus vite, c'est qu'on commence à considérer toute forme de lenteur comme un défaut. Or, parfois, je trouve qu'une idée a justement besoin d'un peu de friction pour exister.
Et de mon côté, je vais revenir sur, tu expliques, toi, que l'IA nous libère du temps pour nous Mhm, concentrer sur l'humain et les idées, mais mhm. concrètement, est-ce que ce temps est vraiment réinvesti dans la créativité, ou est-ce qu'il sert surtout à produire encore plus de contenu et à accélérer les rythmes de travail? Alors, Maël, c'est une très bonne piste de réflexion que tu m'imposes ici. Alors, là, là, il faut surtout qu'on, qu'on ne confonde pas la quantité à la qualité. Encore une fois, moi, je maintiens ma position. L'intelligence artificielle a complètement effacé le syndrome de la page blanche. Beaucoup de gens, en tout cas des jeunes créatifs, peu importe, hein, qu'ils soient professionnels ou même amateurs, n'ont plus d'excuses aujourd'hui pour ne pas produire ou enfin, pour créer, en tout cas, du contenu. Après, derrière, ça dépend, si tu veux, de l'intention de la personne. À vrai dire, moi, si je te dis, écoute, dans ma tête, j'ai envie de produire 15 contenus, ce n'est pas pareil si je te dis, enfin, allez, 15 contenus, je sais pas, je vais prendre l'exemple des voitures de course. Allez hop, faut que je fasse du contenu pour parler de voitures de course. Bon, bah là, forcément, si je pars avec cette base, il est complet. Effectivement, on est dans ce narratif. En revanche, c'est complètement différent si je te dis, bon, moi, je vais produire un seul contenu avec, tu sais, toute une ligne éditoriale qui s'accompagne derrière. Il y a un objectif, on s'adresse auprès d'un public cible. Voici notre message qu'on veut transmettre. Et souvent, les messages, tu sais, ça reste tout de même un petit peu la nuance qu'on apporte vraiment à un ensemble. C'est ce qui fait toute la différence. Donc, moi, je ne vois pas, tu sais, ce vide créatif que tu exprimes tant dans ton discours. Parce que d'ailleurs, on va faire, tu sais, là, ça me permet d'aller sur le sujet suivant, ça tombe bien, on va aller sur le pari de l'authenticité. Puisque tu dis, Maël, les gens vont recommencer à chercher du vrai, du relief, de la sincérité. C'est joli. Mais sur quoi tu te bases? Parce que pour l'instant, ce qui marche sur les réseaux, c'est pas le contenu sincère et imparfait, c'est le contenu calibré, qui fait des vues, qui fait de l'engagement. Et si tu te trompais? Et si le public préférait justement le propre et le lisse, mais qui répondent précisément à sa question, sa problématique? Alors, oui, aujourd'hui, le contenu calibré performe énormément. Je ne le nie pas. Mais l'histoire des réseaux, c'est une succession de saturation. C'est-à-dire que, je veux dire par là, à force de voir les mêmes formats partout, les gens finissent par développer des réflexes de rejet. On le voit déjà. Et énormément de personnes reconnaissent instantanément les tournures trop IA, les posts ultra formatés, les fausses vulnérabilités LinkedIn qu'on voit un peu trop. Et Mhm. surtout, plus les contenus deviennent faciles à produire, plus la différenciation devient précieuse. Quand tout le monde peut générer du propre, ce qui attire l'attention, ce n'est pas la perfection technique, c'est le point de vue, je dirais. Et, et justement, je vais rebondir. Tu dis que l'IA permet à des personnes qui n'osaient pas écrire de prendre la parole. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'à force d'utiliser les mêmes outils et les mêmes modèles de langage, toutes ces voix finissent malgré tout par se ressembler un peu? Alors, c'est un enjeu, effectivement. Donc, on peut se poser la question, on va dire, cette inquiétude s'impose. Il peut y avoir effectivement des craintes, notamment sur peut-être la fiabilité de la personne qui soumet, en tout cas, l'information. Ce que je veux dire par là, on va dire les personnes en tout cas qui promptent, qui promptent leur contenu, etc. Et puis que derrière ils n'ont aucun bagage, aucune connaissance dans un domaine, ils peuvent vraiment mimer le savoir
plutôt le savoir, voilà, d'un professionnel, par exemple. Moi, grâce à l'intelligence artificielle, demain, je peux me faire passer pour un chirurgien et produire des articles de blog qui expliquent comment il faut opérer le genou d'un patient qui se l'est fracturé, par exemple. Alors que je n'ai absolument aucun diplôme, je n'ai aucune. Alors après, on parlait d'authenticité. Forcément, je pense que avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer que ces prochaines années, des législations qui permettraient de justifier que nous sommes bien experts dans notre domaine. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il y avait un terme sur lequel je voulais revenir avec toi, parce que tu avais dit une phrase, un truc assez fort, tu sais, c'est communiquer comme des machines. Alors là, ta phrase de fin, moi, je la trouve très forte, hein, pour le coup, Maël, hein, je suis désolé. Mais moi, je voulais quand même imposer quand même une réflexion là-dessus. Le vrai danger, c'est qu'on finisse par communiquer comme des machines. Mais retourne là, retourne cette affirmation-là. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de mettre sur le dos de la technologie tout ça? Les contenus creux, les formules toutes faites, le copier-coller, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, ça existait bien avant l'intelligence artificielle. Avec Internet déjà, Wikipédia, on l'a tous connu. Est-ce que le vrai problème, ce n'est pas simplement le manque d'exigence des gens, l'intelligence artificielle ou pas? Je suis d'accord que les contenus creux existaient bien avant l'IA. Ça, c'est indéniable, on peut pas nier. Mais encore une fois, l'IA change, l'échelle du phénomène. C'est-à-dire qu'avant pour, produire du contenu, médiocre, ça demandait quand même du temps, un minimum d'effort et de l'énergie. Alors qu'aujourd'hui, tu peux produire une énorme quantité de contenu lisse en quelques minutes. Donc oui, le manque d'exigence humaine est le vrai problème de fond, mais l'IA permet à ce manque d'exigence de se répandre beaucoup plus vite et beaucoup plus massivement. Et c'est ça qui, personnellement, m'inquiète. Et, et moi, il y a une phrase qui m'a... Tu compares, je reviens Mhm. sur ce que tu disais, Ouais, ouais. tu compares l'IA à un stylo en Oui. disant que tout dépend de l'intention humaine. Mhm. Mais un stylo n'influence pas la manière dont tu penses, écris ou structures tes idées. Mhm. L'IA, elle, l'IA, elle, propose Mhm. déjà des formulations, des angles, des structures toutes faites. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce n'est qu'un outil neutre? Est-ce que l'intelligence artificielle est un outil neutre? Pas vraiment. Pas du tout même. Mmh. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Maël, si on laisse l'intelligence artificielle faire le boulot à notre place, forcément qui va prendre des libertés. Forcément, qui va se dire bon du coup je vais aller chercher par moi-même, je vais sélectionner les sources qui me conviennent le mieux. Et c'est pas forcément les sources dans lesquelles tu partages les mêmes opinions. Donc la problématique, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'en fait l'intelligence artificielle peut te faire, en fait, peut aller à l'encontre de ton opinion propre et donc de façonner ton opinion. Mais c'est là tout l'intérêt d'apporter son vécu, d'apporter concrètement notre expérience, d'apporter ce que nous vivons dans notre quotidien. Et c'est là vraiment la richesse en fait, ce qui fait de notre diversité dans notre société. Et l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ouvre les portes pour que ces gens-là puissent effectivement, tu sais, qu'ils puissent s'exprimer et apporter cette diversité-là. Parce que à l'heure actuelle, même avant l'intelligence artificielle, on se plaignait déjà par les médias mainstream comment dirais-je, de façonner la population avec une idée, on dit la bien-pensance, comme on dit. Les gens se Mmh. plaignaient de ça, d'avoir une pensée unique qui était uniquement centralisée dans une sphère, on va dire, de médias que l'on pourrait citer, hein, les médias sur la radio, la télévision, etc. Posait déjà à une pensée unique.
Mais ça a été fortement contesté parce que bah, parmi nous, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités, nous n'avons pas forcément les mêmes opinions, les mêmes vécus. Et le fait de pouvoir confronter et de pouvoir à ce que l'intelligence artificielle puisse faire transiter, je dirais même, faire transiter cette diversité d'opinions et de communication et d'information, bah forcément que ça peut apporter, enfin en tout cas ça apporte une certaine richesse, tu vois, et même une authenticité. On en revient encore. C'est ce qui fait de notre authenticité en tant qu'individu, tu vois. Et moi je suis convaincu à 100% que par nos recherches, notre sensibilité, nos opinions, eh bien, ça permet vraiment d'apporter des regards nouveaux, des regards neufs et même de l'innovation. Et l'intelligence artificielle, bah, c'est ce à quoi on tend avec l'intelligence artificielle. On se sort justement, on arrive à s'extirper de cette pensée unique. Et ça, c'est vraiment la vraie force que l'intelligence artificielle nous donne aujourd'hui, tu vois. Et moi, non, en vrai, moi, je reste optimiste sur le sujet. Maël, moi, j'ai une dernière question à te poser sur ce qu'on fait du temps gagné. Puisque tu reproches qu'on utilise le temps gagné par l'intelligence artificielle pour produire encore plus au lieu de réfléchir. Mais c'est un choix d'entreprise, ça, pas une fatalité de l'outil. Concrètement, qu'est-ce qui empêche quelqu'un, demain matin, de prendre ces 2 heures gagnées et de les passer à penser? Est-ce que tu n'es pas en train de demander à l'intelligence artificielle de régler un problème qui est, au fond, une question de discipline personnelle et de culture managériale? Alors, en théorie, rien n'empêche quelqu'un d'utiliser ce temps pour réfléchir davantage. Mais dans la réalité, les outils finissent presque toujours par modifier les attentes collectives. Quand une tâche, par exemple, devient plus rapide, on ne dit pas, «Super, repose-toi», on dit: «Parfait, maintenant faisons plus». C'est exactement ce qui s'est passé avec les mails, les smartphones et les messageries instantanées. Donc oui, c'est un problème de culture, managériale et de discipline collective. Mais prétendre, que l'outil n'a aucun impact sur ses comportements, serait, si je puis dire, naïf. Les technologies changent toujours notre rapport au travail et justement, je pense qu'on pourrait, continuer ce débat pendant encore, des heures et des heures et beaucoup de temps, Mhm, mais on va clôturer mhm. et en tout cas, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans cet échange. Merci beaucoup, mon cher Mehdi, d'avoir partagé, tout ça avec moi aujourd'hui. Merci à toi aussi, Maël. C'était un plaisir. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés et surtout continuez à vous poser des questions. Et justement, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?